Donc bonjour à tous ceux qui se connectent, live improvisé et un peu sauvage, ambiance fin du monde. Ah oui, tu as mis live crypto, c'est la fin, USDC d'Apex Circle. Bah voilà, allez. C'est en gros, Bah, c'est la c'est météorite qui arrive, nous un on peu est le les sujet. dinosaures et puis on lève la tête, quoi. C'est bien. Il y a Netherop qui dit comment va AV. A priori, pour l'instant, ça va. Il n'y a pas vraiment de mauvaises dettes, etc. Après, je ne vous cache rien que on est sur le pont en ce moment et qu'on monitore la situation de très très près. Mais pour l'instant, jusqu'ici, tout va bien. Mais ce qui compte, c'est pas la chute, c'est l'atterrissage, n'est-ce pas? Ouais, c'est vrai que finalement, on en discutait tout à l'heure entre nous aussi. On a l'impression depuis un an que tout ce qu'on pensait inconcevable, ou du moins tout ce sur quoi on pensait pouvoir s'appuyer au niveau du marché crypto, est en train de tomber les uns après les autres. Bon, après, là, par rapport à USDC en particulier, on va attendre qu'il y ait un peu plus de monde qui rejoigne. Comme ça, on n'aura pas besoin de se Ouais, répéter et ça permettra peut-être de rassurer certaines personnes. c'est ça. Euh, Nous, c'est que, le but, c'est qu'on vous présente des faits. ouais, Bien sûr, on ne détient pas la vérité générale. Bien sûr, toutes les informations ne sont pas disponibles. Le but de ce live, c'est qu'on vous donne l'état du monde selon les données disponibles maintenant. Et pour que vous fassiez votre propre avis, bien sûr, on va commenter, on va discuter, mais c'est à vous de faire vos propres devoirs et de prendre vos propres décisions. tout à fait. On va peut-être d'ailleurs passer sur un chart qui montrera un peu où nous en sommes. Je me l'étais mis où? Il y a Glim qui dit all-time high du nombre de lives improvisés en une semaine, mais en même temps, t'as vu la semaine, mon pote? J'avoue. Je l'ai mis où, mon USDC? Laxwen qui dit impressionné par le nombre de lives fin du monde en moins d'un an. Moi, vraiment, CM, et pourtant, hein, j'ai vécu d'autres cycles et des choses plus graves, enfin, techniquement plus graves. Par exemple, et je pense qu'on va en discuter pendant ce live, le dépeg, entre guillemets, de l'USDT, où il était avéré qu'il n'y avait que 74 centimes derrière chaque USDT, qui est arrivé, je crois, je me souviens même plus de l'année, c'était il y a un moment, mais il n'y a pas si longtemps. Euh, C'était plus grave sur le papier que ce qui est en train de se passer en ce moment, selon tous les faits. Mais j'ai vraiment l'impression que c'est le pire bear market de l'histoire des cryptos. Hein. Puisque Ouais. en termes d'impact et en termes de taille des acteurs, en fait, c'est du jamais vu. Il y avait pas mal de OGs qui avaient l'air de dire, des gens même qui sont là depuis parfois 2013, 2015 et tout ça, qui disaient que vraiment là, c'est horrible ce qu'on aura traversé depuis un an. Et en fait, c'est à la fois une crise, je vais pas dire systémique, parce que le marché crypto, au final, il se régule lui-même très bien. Et comme on dit souvent, Bitcoin restera Bitcoin, et peu importe la régulation, peu importe ce qui se passe autour, ça continuera d'avancer et d'exister demain, peu importe son prix, peu importe le nombre d'utilisateurs, tant qu'il y aura une poignée d'irréductibles qui continueront d'y croire. Mais là, en fait, on sent qu'on ne peut pas faire confiance à tout ce système, on va dire, un peu plus centralisé qui est venu se greffer à la table. Malgré tout, l'écosystème crypto ne se serait pas développé tel qu'il s'est développé ces dernières années s'il n'y avait pas eu autant de facilitateurs, que ça soit bancaires ou de crypto-bourses, de plateformes, pour permettre aux particuliers de le découvrir, puisqu'on a bien vu que la plupart du temps, pour les particuliers, c'est assez complexe dans un tout premier temps de faire une démarche totalement décentralisée. Ça peut se faire, je ne dis pas que ça ne se fait pas, mais c'est pas forcément la porte d'entrée la plus aisée pour quelqu'un qui n'y connaît strictement rien, ou pour un retraité qui galère déjà un peu avec l'informatique ou ce genre de choses. Donc là, par rapport au sujet, je pense que c'est aussi une crise de confiance qui a été initiée depuis Terra UST, qui s'est amplifiée depuis FTX. Et aujourd'hui, quelque chose qui, pour ma part, je pensais assez inconcevable, c'est le bon mot, je pense, inconcevable, tout ce qui est en train de se passer depuis un an.
avec des banques comme la Silicon Valley Bank, 210 milliards, qui du jour au lendemain, en un interrupteur on-off, on coupe tout le flux financier de start-up, voire de futures licornes ou de licornes en devenir, c'est-à-dire au-delà d'1 milliard de capitalisation. Et Euh, sachant que quand Très on clairement. étudie les lignes, il y a 97% des gens qui sont au-delà de dépôts de 250 000 assurés et qui vont mettre peut-être des années à récupérer leur pognon, ou je ne sais pas comment ça va se passer. Donc, que ça soit lié de près ou de loin à la crypto, on a la sensation qu'on ne peut plus faire confiance en rien ni en aucune institution. Bah, ce qui est très choquant pour la Silicon Valley Bank, c'est qu'elle s'appelle Silicon Valley. Moi, je pense que vous savez à quoi ça correspond, la Silicon Valley en Californie. On parle de la banque des startups. Et on ne parle pas du tout de la crypto, on parle de toutes les startups américaines et des fonds d'investissement VC américains de Californie. Donc on est sur un poids de géant sur l'économie américaine. Et moi, je trouve ça assez impressionnant qu'on laisse couler, entre guillemets, alors couler, on reviendra dans les détails de cette affaire, la banque qui garde le cash de l'innovation et du futur des États-Unis. Enfin, moi, ça m'a un petit peu choqué que le régulateur soit là. Bon, bah ok, ça tombe, il n'y a pas de problème. Alors que des banques de boomers ont été sauvées en 2008 sans réfléchir. Ouais, c'est vrai. C'est assez surprenant et on va voir lundi à la réouverture justement des banques et on va peut-être du coup attaquer, vu que ça fait une dizaine de minutes, 8 minutes qu'on est en live. Je pense qu'il y a suffisamment de personnes désormais pour rentrer dans le vif du sujet. On est 750 à 10 heures ce samedi matin. C'est un peu un live d'urgence aussi pour essayer de débriefer ce qui est en train de se passer et vous donner toutes les cartes en main de votre côté pour réagir ou non. Et la plupart du temps, c'est pas une bonne chose de réagir à chaud, mais le marché crypto nous a prouvé ces derniers mois que parfois réagir c'est mieux que de rien faire du tout, quand on voit certaines déroutes qui sont arrivées par la suite. Il est bon aussi de rappeler, comme tu le disais, qu'on n'est pas du tout sur le même mode de fonctionnement qu'un UST, pardon, ou les joyeuses merdes qu'on avait vu passer précédemment. Donc là, par rapport au DPEG du SDC, qu'est-ce qui est en train de se passer concrètement? Eh bien, il y a une partie, 20-25% de l'USDC qui est à ce jour en cash, c'est-à-dire en gros la répartition. Pour vous faire un compte rond, on va dire 20%, mais on est plutôt autour de 25 à 27, on va dire entre 20 et 25, donc on prend 20-80 pour vous faire un compte rond. Et donc ces 20% de cash sont disséminés entre 6 à 8 banques qui malheureusement avaient Silvergate, la fameuse qui vient Silicon de fail Valley là, Bank. Silicon Valley Bank, et on a Bank of New York Mellon, je crois, un truc Ouais. comme ça, qui Ils ont la majeure également partie de leur cash. ouais, qui également, elle est pas terrible. Donc, on pourrait avoir potentiellement un souci sur ces 20% en cash à hauteur de 3 banques sur 8 à peu près, ce qui fait un pourcentage qui est tout à fait acceptable de moins 3, moins 4% sur le total, entre guillemets, à risque, mais qui a créé un certain bank run là au cours du week-end, malheureusement, pour USDC. Et Circle a communiqué en disant: lundi, à la réouverture des banques, on va pouvoir réouvrir Les rédemptions. théoriquement le redeem, de pouvoir échanger le fameux 1 contre 1 contre du dollar lorsque les banques sont ouvertes. Et là, malheureusement, au cours du week-end, eh bien, tout le monde s'est rué là-dessus, c'est la panique générale. Et on a eu ce DPEG qui est tombé autour de 88 centimes, on était même légèrement plus bas, 85 centimes. Et sachant qu'il y avait des positions à risque côté DeFi, j'ai vu passer tout à l'heure, autour de 87-88 centimes, justement, avec 40 millions de liquidation. Je ne sais même pas si ça la trigger ou pas, mais Ça a été voilà. trigger. Hein. Ouais. Là, en gros, l'USDC pour la DeFi, ce qui est dangereux, c'est que l'USDC est considéré comme un collatéral safe pour la DeFi. Pourquoi? Parce que c'était Circle, et Circle a bénéficié d'une grande confiance dans l'écosystème et donc avait un pouvoir d'emprunt assez fort, aux alentours de 80% de loan to value et des liquidations qui n'arrivaient qu'à 87% à peu près. Sauf que les 87%, on les atteint. On a fait les petites touches, vous le voyez dans le chart. Donc a priori, toutes les positions, alors pas tout à fait, parce qu'il y a des systèmes d'oracle, etc. Mais a priori, la plupart des positions qui
n'avaient que USDC comme collatéral ont dû liquider, au moins en partie. Et c'est pour ça qu'on monitore ça de près sur AV. Pour l'instant, il n'y a pas des niveaux de dette excédentaire qui sont inquiétants. Donc, a priori, les liquidations ont pu passer, mais c'est un petit peu trop tôt pour le dire. De toute façon, tout est sur la blockchain, tout peut être monitoré. Et a priori, on monitore aussi les autres marchés de liquidité. Il n'y a pas eu de grand crash systémique là-dessus. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que USDC est majoritairement utilisé comme actif de dette, c'est-à-dire que les gens empruntent de l'USDC pour faire autre chose, pas forcément comme actif de collatéral. Mais sur cette partie collatéralisation, on a dépassé, on est dans les scénarios catastrophes, très clairement. Ouais, donc en gros, il faut prendre en considération ça par rapport à ceux qui sont dans la DeFi, par rapport à ceux qui sont dans la CeFi ce coup-ci et qui veulent échanger leur USDC contre autre chose. Il y avait Kraken qui le permettait toute la matinée et ça devrait être encore le cas au cours du week-end. On verra là aussi le comportement des marchés d'ici à lundi. Il y avait Swissborg aussi qui, en termes d'agrégateur marché, a permis vraiment de faire un très bon taf de ce côté-là. Il y avait des ordres qui passaient par à la fois Kraken, Bitfinex. J'ai vu, je sais plus, il y avait 2-3 autres acteurs et ça permettait comme ça de faire un roulement. Donc pour l'instant, voilà, on en est là autour de 10 heures ce samedi. Et également, Binance va ouvrir dans les prochaines heures la possibilité d'échanger USDC sur Binance contre de l'USDT. Il va probablement y avoir du gros arbitrage et du market making autour de ça. Et c'est aussi peut-être là l'opportunité pour les gros poissons de à la fois venir liquider des personnes dans la DeFi tout en profitant du repeg s'il vient à arriver, on espère d'ici lundi maximum, un repeg total de quasi 1 pour 1 via ces transactions. Et c'est vrai qu'après, pour les personnes qui souhaiteraient là maintenant prendre leur perte entre guillemets sur USDC de moins 8% au moment où l'on parle, peut-être un peu moins désormais vu que c'est remonté à 92 centimes, mais bon oui, on est dans ces eaux-là. Après, c'est une décision qui appartient à tout à chacun. Personnellement, hier soir, j'avais un peu la flemme, j'avais pas les ledgers à portée de main, etc. J'ai attendu. Ce matin, à 5 heures du mat, j'étais levé. Quand j'ai vu la Bérésina, j'ai commencé à m'alléger sur USDC tout en prenant une petite perte au passage. Ça ne concerne que moi, c'est ma gestion du risque. Mais voilà, quand on a quelque chose comme ça qui est en train d'arriver, et comme on pensait que FTX c'était inconcevable, comme on pensait que Terra UST, par contre, ce coup-ci, c'était là, on l'avait prévu, nous, depuis des mois, et personne ne voulait écouter. Mais bon, bref, c'est pas le sujet. Et on se faisait insulter, mais c'est pas le sujet. Ouais. Autant Terra UST, on pouvait totalement le voir venir. Autant FTX, c'était bien plus vicieux et je comprends que tout le monde se soit fait doser là-dessus. Là, pour le coup, ma gestion du risque me dit, j'ai mes stablecoins majoritairement en USDC. Je m'étais prévu un petit DCA des familles sur un an de temps révolu supplémentaire jusqu'au halving de 2024. Malheureusement, là, à court terme, mes plans sont totalement bouleversés et je vais devoir être bien plus agressif sur ma prise de position, que ça soit Bitcoin, Ethereum, ou de me réfugier en autre chose pour le côté stable à court terme. Donc, après, les personnes qui ont, on va dire, un tout petit pourcentage en USDC ou que pour eux, ça ne représente pas quelque chose de conséquent ou quoi que ce soit, d'un autre côté, il n'y a pas matière à en discuter ou à paniquer outre mesure. Mais c'est vrai que tout à l'heure, je regardais d'autres comptes comme Free of Alpha sur Twitter, je crois. Il disait qu'il avait 2 ou 3 millions en USDC et que quand il s'est levé ce matin, ça faisait moins 400 ou 500K sur l'enveloppe totale. C'est infâme. Tu te dis, si jamais ça nous fait une Terra UST, t'es dans le mal absolu, quoi. Donc voilà, on en est là. Alors, on va prendre un petit peu les faits et vous dire quels sont les scénarios probables. Bien sûr, nous ne sommes pas capables de prédire l'avenir. La seule chose qu'on peut vous dire, c'est les faits tels qu'ils existent, tels qu'ils sont connus de manière publique aujourd'hui. On ne fait pas de la cartomancie sur cette chaîne. Aujourd'hui, là, maintenant, à cette minute, on ne peut pas échanger un USDC contre $1 si on appelle Circle. Pourquoi ? Parce que dans la finance traditionnelle, les banques sont fermées. On est le week-end et elles n'ouvriront pas avant lundi. Donc, pendant tout le week-end, toute personne qui a de l'USDC, qui est une institution et qui veut $1, ne peut pas le faire. Donc, on s'attend à ce qu'il y ait quand même une forte volatilité sur les marchés, puisque la seule manière
d'échanger du USDC contre quelque chose qui a de la valeur, c'est d'accepter le prix du marché secondaire, donc celui qui est là en ce moment, 92 centimes à peu près, et échanger contre un autre stablecoin. Sauf que l'USDC, c'est à peu près la moitié du backing du DAI. Donc pour l'instant, le DAI est pricé au même prix que l'USDC quasiment. En tout cas, il l'était avant qu'on commence l'émission et je pense qu'on n'est pas loin. Ou alors c'est l'USDT qui a sa propre réputation, mais qui pour l'instant a les faveurs du marché et reste à son peg. Ou alors on va sur des stablecoins purement décentralisés qui n'ont aucune part du SDC, comme par exemple le LUSD, sauf qu'on va les acheter très cher. C'est-à-dire qu'on vend nos USDC à 90 centimes, 92 centimes au lieu d'1 $, et en plus on va acheter du LUSD qui est en ce moment au-dessus d'1 $. Je ne connais pas le prix actuel pendant ce live, mais quand je me suis levé ce matin, c'était assez au-dessus du pay. Donc, tout ça, c'est un peu ces options qui existent maintenant. Maintenant, qu'est-ce qui se passe lundi et quels sont les scénarios? Lundi, il y a plein de gens qui ont des USC qui vont vouloir des vrais dollars. Et donc, ils vont appeler Circle, s'ils sont des institutions, et échanger ces USDC contre des vrais dollars. Et aujourd'hui, si lundi, le prix de l'USDC est le même qu'aujourd'hui, si on est une institution, on gagne de l'argent incroyable, puisque on échange des USD qu'on a en tant qu'institution contre des USDC sur les marchés secondaires. Et immédiatement, on envoie un ordre à Circle pour récupérer des USD et on a gagné 8% dans l'opération. 8% d'argent gratuit, c'est un deal que beaucoup de gens, je pense, seraient prêts à prendre. Sauf qu'il n'y a pas d'argent magique, il n'y a pas de situation magique. Ce deal ne fonctionne que tant qu'il reste du cash dans les fonds de Coinbase. Et comme on l'a dit, pas Coinbase, Circle, pardon. Et comme on l'a dit, Circle et l'USDC, ce qui le back, c'est deux types d'actifs. Il y a du cash sur des banques et qui sont répartis entre 6 et 8 acteurs bancaires, plutôt 6 maintenant que 8, d'après ce qu'on a compris et d'après les informations disponibles. Et ça représente entre 20 et 25% des réserves de Circle. Le reste, 77% actuellement, si je ne dis pas de bêtises, ce sont des titres obligataires court terme, c'est-à-dire des bons du Trésor américain ou ce qu'on appelle des commercial papers, de la dette de très grandes entreprises qui est à court terme, qui est jugée très fiable. Donc, par exemple, de la dette à Apple, de la dette à Amazon, ce type d'entreprise. Ces titres obligataires ont une moyenne de maturité à 4 mois. C'est-à-dire que si on épuise toutes les réserves de cash, on arrivera dans les réserves de titres obligataires. Et là, il y a deux choix. Soit Circle revend ces titres obligataires sur le marché à prix coûtant, ou alors accepte de prendre une perte pour payer les liquidités, soit Circle décide de non, on va pas prendre des pertes là-dessus, on va mettre un système de queue. Et du coup, tous les jours, il y a certains de ces titres qui arrivent à expiration, à maturité, pardon, et donc sont rééchangés contre du cash plus les intérêts qui sont associés. Et donc, Circle va commencer à dire sur les 4 prochains mois, on a compris, les gens n'ont plus confiance en USDC. On attend la maturité de nos bonds, puisque c'est que 4 mois de toute façon, et on repaye en dollars les gens jusqu'à que il n'y ait plus du USDC qui existe. Donc on en est là, et ça, dans le pire des scénarios, ne restera plus que les derniers dollars qui sont liés à des USDC et qui sont bloqués actuellement dans Silicon Valley Bank, et ceux-là, ils seront récupérables, mais à très long terme, puisque Silicon Valley Bank, eux, la moitié de leur trésorerie, c'est des titres obligataires très long terme, donc à 10 ans, qu'on ne peut pas revendre facilement sur les marchés secondaires pour un prix qui est intéressant. Donc, dans le pire du pire des scénarios d'un bank run généralisé où toute confiance a été perdue dans Circle, en fait, ce sera d'abord les réserves cash qui seront épuisées. Et ça, a priori, ça arrivera pendant la journée de lundi ou mardi et grand max mercredi, mais je pense qu'en quelques heures, ce sera terminé. Ça, c'est la première chose. Ensuite, possiblement, soit Circle revend possiblement à perte leurs titres obligataires. Ce sont des titres obligataires très liquides,
facile à revendre sur les marchés, donc il y aura peu de pertes liées à ça, mais ils peuvent décider de le faire. Ce sera cette partie-là, donc on parle de 77% du backing du USDC. Et enfin, si on est vraiment dans un bank run généralisé, le pire des scénarios, il y aura une procédure de recouvrement long terme pour les derniers USDC. Donc, c'est à peu près les scénarios qui sont envisageables. Bien sûr, on ne fait pas de l'accordemencie. Et là, on vous a présenté le scénario du pire. Yes, il y avait Hits64 qui demandait pour USDT. Ben, a priori, pour l'instant, c'est celui qui sort vainqueur de la bataille. Mais dans quelle mesure et jusqu'où, c'est plutôt ça la question. Après, tout à l'heure, on se faisait la réflexion aussi. Ce qui dessert USDC, et c'est un peu cocasse finalement, c'est qu'il est audité et qu'il est transparent sur la répartition, de comment il est Exactement. backé de A à Z. Et alors que USDT étant légèrement plus opaque et pas sous mainmise des États-Unis pour USDT, c'est vrai que à court terme, ça a été avec le DAI, hein, comme on a vu tout à l'heure, les deux qui ont été choisis le plus pour faire ce transit de USDC vers USDT. À rappeler aussi que ça faisait quelques semaines qu'on avait des transferts monstres en USDC qui étaient redeem avec des milliards et des milliards. Bon, ça s'est accéléré évidemment ces dernières 24 heures, mais ça démontre que quand on regardait la répartition des stablecoins, on avait déjà depuis une semaine, 15 jours USDT qui avait le vent en poupe alors que USDC reculait, alors que c'est BUSD qui avait été dans le mal officiellement. Et finalement, les insiders savaient très bien une fois de plus ce qui était en train d'arriver, un peu comme le CEO, le CFO et le CMO de Silicon Valley Bank qui ont vendu il y a une semaine pour des millions d'actions de leur propre société. Voilà, voilà. Très clairement, mais bon, ça, en fait, on aura plus d'informations un petit peu plus tard. Maintenant, je vais vous présenter un scénario plus optimiste. Circle est une entreprise qui est auditée. Donc, on sait qu'il y a des titres obligataires, on sait quelle est la taille du trou, entre guillemets. Circle a une bonne réputation. Donc, le scénario optimiste, c'est que lundi, des gens redeem, mais en fait, pour redeem, il faut acheter sur les marchés secondaires de l'USDC. Et du coup, peut-être que cette force d'achat pour faire cet arbitrage entre le prix de l'USDC sur le marché secondaire et ce qu'on peut récupérer en USD sur le marché primaire suffira en termes de demande pour renvoyer l'USDC au PEG et l'effet de panique s'adoucira, sachant que Circle, c'est une machine à pognon. Circle, c'est une machine à pognon puisque ces titres obligataires, 77% du backing du SDC actuellement, rapportent, puisque les taux d'intérêt sont assez élevés sur les titres obligataires actuellement, entre 4,5 et 5,5% par an. Et du coup, vous faites le calcul, 77% de 40 milliards, je crois, actuellement, fois 4,5 ou 5,5% par an, on arrive à plusieurs milliards de profits par an. Et il y a une possibilité qu'un acteur tel que Circle, qui a un business model plutôt rentable et qui a une bonne réputation, dise « Ok les gars, vous inquiétez pas, de toute façon, on va refinancer la partie de la dette qui est un petit peu complexe, entre 3 et 4 milliards actuellement qui sont identifiés auprès d'investisseurs externes. Et on va autoriser toutes les rédemptions qu'on veut, ce qui pourrait inciter de la confiance des acteurs du marché qui iraient jouer cet arbitrage et envoyer l'USDC relativement rapidement à $1. Et du coup, s'il n'y a plus d'effet de panique du marché, s'il n'y a plus de bank run, a priori, Circle s'en sort sans trop de soucis, sachant que c'est exactement le scénario qui a eu lieu avec Tether. L'USDT a eu une période de backing à 0,74%. Avec 74 centimes de collatéral derrière chaque USDT qui ont été avérés puisqu'il y a eu des soucis bancaires. C'est presque la même histoire que sur l'entreprise Tether et Bitfinex. Et au final, en moins de 2 semaines, la situation a été résolue et l'USDT est retourné à $1. Donc, il y a un scénario qui est optimiste, il y a un scénario qui est pessimiste. Je sais que dans des périodes comme ça, vous êtes tenté
vous qui nous écoutez, toujours pencher dans les périodes paniques, dans le scénario pessimiste. Mais pour l'instant, ce qui s'est passé dans l'histoire des stablecoins, et là je ne parle pas du Terra Luna, puisque là de toute façon c'était un cas vraiment à part. Je rappelle encore une fois, USDC et Terra Luna n'ont rien à voir dans leur structure. Pour l'instant, l'histoire penche plutôt du côté optimiste dans la résolution de ce type de problèmes avec les stablecoins. Rappelons aussi que Terra UST, c'était un fonctionnement complètement différent. C'était un stablecoin algorithmique, donc ça a strictement rien à voir avec USDC, qui est bel et bien backé, comme Marc vient de le rappeler, par au moins 77% de titres obligataires. Donc c'est plutôt... En fait, le souci, c'est la liquidité disponible à un instant T. Quand il y a un bank run, USDC, quand bien même il aurait dans les caisses 1 pour 1 totalement et pleinement, voilà, jusqu'au dernier dollar symbolique. Le souci, c'est quand tout le monde veut retirer en simultané immédiatement et qu'on a des trucs qui, comme tu le disais à l'instant, malgré le roulement mensuel des titres obligataires, ne pourraient pas tout simplement être redeem au sens strict du terme, 1 pour 1 immédiat. Et la crise de liquidité, c'est quelque chose aussi qui peut amener à pas mal de problèmes. C'est exactement le même scénario et les mêmes problèmes qui ont tué la Silicon Valley Bank. C'est-à-dire la Silicon Valley Bank avec la moitié de ses réserves en titres obligataires. Et du coup, quand il y a eu un bank run sur la Silicon Valley Bank, la Silicon Valley Bank est morte. Pourquoi? Parce qu'ils ont d'abord épuisé leurs réserves de cash et après, les gens ont dit non, je vais quand même retirer mon argent de chez toi. Et ils ont dit désolé, il faudra attendre la maturité de nos titres obligataires. La grande différence, et ça c'est très important pour vous de le comprendre, c'est que Silicon Valley Bank avait acheté du titre obligataire très long terme, 10 ans, alors que Circle a du titre obligataire court terme, c'est-à-dire moins de 6 mois. Pour tous. Et la maturité moyenne des titres obligataires de Circle, c'est 4 mois. Donc, en fait, dans un scénario, soit on attendait 10 ans pour avoir son argent dans le pire des cas, et ça a été jugé inacceptable par les investisseurs, et donc la banque a tout coulé. Circle, dans ce cas-là, c'est au pire, on attend 6 mois pour revoir son argent. Donc, on n'est pas du tout dans les mêmes scénarios. Et pourtant, c'est les mêmes configurations. Mais une dette de bons du trésor et commercial paper haute qualité à court terme, ce n'est pas la même chose que une dette haute qualité, mais 10 ans et plus. Ouais, donc c'est plus la liquidité qui, à court terme, peut poser un souci. Après aussi, remettons les choses dans leur contexte au sens global de la chose. On a un crypto total aujourd'hui qui pèse 900 milliards ce matin et tous les USDC dans la balance aujourd'hui sont passés sous la barre des 40 milliards. Donc ça représente une somme, certes. Il y a un petit pourcentage qui est à risque sur la balance du SDC de par le fait qu'effectivement, ils étaient exposés pour une 20-25% de cash sur 8 banques différentes, dont 2-3 sont déjà en train de sauter. Mais malgré tout, voilà, ce matin, il y avait un calcul de quelqu'un qui disait, même en ayant poussé le calcul encore plus loin, sur Twitter, j'aurais dû le retweeter d'ailleurs, me le mettre de côté, qu'en prenant en considération même le roulement des T-bonds, donc des titres obligataires, on était à 0,77 pour un USDC. Si jamais c'était l'effondrement et le bank run général, on pourrait redeem sur le mois ou le trimestre en cours systématiquement 0,77 pour 1. Si vraiment alors là, je ne suis pas tout à fait d'accord. C'est vraiment le pire du pire. Ça veut dire que tous les acteurs bancaires où Circle a placé son argent sont tombés. Or, c'était le prix plancher, purement mathématique. Hein. C'était des maths simples. Écoute, ceux qui nous écoutent doivent vraiment comprendre, c'est que si tous les acteurs bancaires dans lesquels USDC a mis de l'argent tombent, en fait, on est dans une crise généralisée pire que 2008. Donc, la crypto, ce ne sera pas vraiment notre souci. On sera vraiment dans une crise financière totale, puisque comprenez bien, ceux qui nous écoutent, que là, on n'est pas dans une crise crypto. La Silicon Valley Bank, c'est la banque des startups, de la tech en général.
la crypto est la part minoritaire des clients de la Silicon Valley Bank. Donc en fait, s'il y a une contagion des bank runs et les banques qui tombent les unes après les autres aux États-Unis, bah, ça va avoir une contagion sur tout le secteur de la finance. Ça, on connaît, c'est arrivé en 2008 et a priori, on se dirige vers quelque chose d'aussi grave si on va aussi loin que ça. Et là, du coup, ça sert à rien d'acheter du Bitcoin, de l'Ether, d'acheter des titres, etc. C'est achetez-vous des boîtes de conserve, un fusil et d'ailleurs, hier, il y a eu le gold qui a pris 2%. Donc, tu vois, la panique multimarché, en général, ça a tendance à revenir au basique. Bon, c'est pas encore la folie, mais c'est vrai que, comme on disait souvent, avoir une toute petite poche dans un capital global d'or, bien que ça ne sera pas sur ça qu'on viendra chercher du rendement, ça sera juste pour sécuriser et pour, voilà, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Mais bref, en tout cas, on a le BTC qui tient plutôt pas mal par rapport à ce news flow qui est horrible court terme, puisque potentiellement, il y a des gens aussi qui sont en train de se réfugier en Bitcoin, en Ether, plutôt que dans d'autres stablecoins qui, eux aussi, potentiellement, sont en train de perdre toute la confiance. Ça va être, je pense, de nouveau une vague de perte de confiance plus qu'autre chose sur le marché crypto. Et comme tu disais en début de live, c'est un hiver qui s'annonce des plus rudes, si ce n'est le plus rude qu'on ait traversé. On a été rejoint par Manu. Salut les gars. Moi, petit réveil tranquille. J'ouvre, je vois live fin du monde. Je me dis qu'est-ce qui se passe. Je vois l'USDC à 90 centimes ou quelques un peu plus. Je suis choqué. Que voulez-vous que je vous dise? On n'est plus sûr de rien en ce bas monde, quoi. C'est ça. Je disais tout à l'heure, tout ce qui arrive depuis un an, et là, USDC, c'est quand même une goutte, presque la goutte de trop, je pense, de choses qu'on pensait inconcevables, tu vois. Je suis allé voir là sur les poules, sur la pool curve, notamment, effectivement, il y a quelque chose comme 400 millions, 350 millions, et il y a quand même 336 millions d'USDC. Je vous écoutais là, j'écoutais Marc et tout, et bon, j'ai du mal à croire un scénario encore pire avec justement, comme tu disais, un redeem final à 77 centimes ou je sais pas quoi. Le truc, c'est que si toutes les banques tombent, comment tu redeem? Ah non, mais si toutes les banques tombent, on est dans un autre délire, j'ai envie de dire. Non, mais moi, je veux juste dire ça à ceux qui nous écoutent. Le redeem ne fonctionne s'il reste au moins une banque. C'est-à-dire qu'il faut bien qu'il y ait une institution financière qui vous envoie des dollars à un moment. Si toutes les banques tombent, c'est pas USDC le problème. Le problème, c'est que on est dans une crise pire que 2008. Donc la crypto, ce sera le cadet de vos soucis. Si toutes les banques tombent, les amis, achetez des boîtes de conserve. Ouais. Et on le redit ici, on est pour la DeFi, etc., mais on n'est pas non plus pour l'arrêt du système avec des banques qui n'existent plus, etc., mais plus pour chacun qui fait son métier correctement. Et donc éviter les abus. C'est ça, ce qui est complètement fou, c'est que nous, avec nos petits milliers d'euros dans le marché crypto, on essaie d'avoir une gestion du risque à peu près raisonnable, une répartition, de faire attention, de scinder sur différents stablecoins, de scinder sur quelques gros dossiers, Bitcoin, Ethereum, quelques autres, la DeFi, un peu sur les SEX, un peu sur la DeFi. Et au final, tu te rends compte que domino après domino, tu peux quasiment t'appuyer sur rien, mis à part peut-être Bitcoin. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un peu aussi un autre jour de célébration pour les Bitcoin maximalistes aussi, mais là, ça leur donne aussi raison. Je suis absolument pas d'accord. C'est-à-dire que Bitcoin n'a de valeur que si tu peux l'échanger contre des dollars à un moment. si tous les échanges centralisés perdent leur partenaire bancaire, tes bitcoins, ils sont jolis, mais tu as intérêt à trouver quelqu'un qui accepte que tu fasses tes courses avec et de trouver un propriétaire qui accepte du bitcoin pour payer le loyer. A priori, on n'en est pas là. En cas de déroute majeure d'une partie du système financier traditionnel, ça peut faire sens aussi. Bon, après, c'est prolonger très loin le délire post-apocalyptique, comme tu disais tout à l'heure, mais bref, Bitcoin a aussi été un peu créé pour ça.
Moi, je pense que la monnaie principale, si toutes les banques tombent, ce sera les cigarettes, les boîtes de C'est sûr. conserve et, et Et les tickets de l'essence. rationnement et Ouais. l'essence. C'est clairement, ce sera pas le Bitcoin, hein, les amis. C'est penser que Bitcoin est une île isolée du reste de la finance. Bah, faut avoir trop abusé sur les substances réglementées ou pas, hein. Ouais. Puis on rappelle en plus que techniquement, c'est pas prêt, quoi, hein. Donc, ça serait, même si c'était entre guillemets beaucoup plus évolué techniquement, pourquoi pas. Mais là, aujourd'hui, avec la tech comme elle est, il est impossible de proposer ça à des milliards de personnes, quoi. Effectivement, c'est pas du tout le cas. On est dans une vraie merde si jamais ça se passe. Je suis d'ailleurs assez surpris, je me questionne sur comment est-ce que cette situation va être gérée. Parce que Silicon Bank, c'est quand même énormément au final de startups américaines qui viennent de mettre la clé sous la porte et un nombre incalculable d'investisseurs C'est vrai. qui viennent de retrouver leurs investissements passés de peut-être je ferai de l'argent dans le futur à zéro. Ouais. Et C'est aussi surtout, un gros bah, coup à l'innovation, quoi. quand les investisseurs perdent leur argent, on pourrait dire oh, c'est salopard de capitalistes, on s'en fiche. Mais le problème, c'est que on parle des plus gros investisseurs dans l'écosystème, dans les startups. Donc ça veut dire que quand on a une idée dans son coin et qu'on rassemble quelques amis et qu'on essaye de faire une levée de fonds, bah, si les investisseurs n'ont plus de quoi envoyer de l'argent, c'est compliqué que l'innovation arrive. On vit aussi dans un monde où bah, les investisseurs contribuent à l'innovation. Et là, la chute de la Silicon Valley Bank, alors il n'y a pas que les États-Unis dans la vie, hein, heureusement, mais à mon avis, ça va avoir des répercussions sur le marché des startups pendant un moment. Pas une bonne C'est vrai nouvelle. on était concentrés, nous, en plus, là, sur la crypto, mais le véritable drame qui est en train d'arriver, c'est, comme tu disais, pour toutes ces startups, voir des boîtes qui avaient conservé leur compte chez Silicon Valley Bank, puisqu'on parle de 210 milliards, et quand tu regardes les comptes décomposés, il n'y a que 2,5% de comptes qui sont en dessous des 250 000 $ assurés, ce qui veut dire que 97% vont potentiellement galérer, voire perdre des fonds. Et hier, apparemment, il y avait vraiment une orgie au niveau de toutes les communications internes de start-up qui étaient liées de près ou de loin à cette entité, qui étaient en train de se demander ce qu'ils allaient faire justement le lundi d'après, quoi, s'ils n'ont plus du tout d'argent. Donc c'est dramatique et on ne mesure pas encore à la fois l'impact final que ça peut avoir sur le marché des startups et donc et le bancaire aux États-Unis, qui pourrait avoir une petite contagion, mais là aussi, hier, les premiers experts avaient l'air de dire qu'il y avait peu de risques systémiques de contagion, vu que c'est quand même une banque qui, comment dire, est assez spécifique dans son domaine d'activité. Personnellement, j'y crois pas trop, je demande d'avoir, mais on va voir comment ça va se passer. Et après, pour la crypto, pour tout ce qu'on a décrit jusqu'à présent, c'est vrai que ça laisse se poser pas mal de questions et surtout, tout cet argent qui est en train de sortir possiblement définitivement du marché crypto, dont des stablecoins, c'est du fric qui va pas revenir de sitôt, qui va rester Exactement. une fois de plus en fiat sur le banc de touche. Et la perte de confiance, là, l'hiver, il va être rude, hein, vraiment rude, Et, hein. et aussi, vas-y, pardon, Manu. Ouais, après, bon, ils font faillite, etc. Mais il y a quand même de l'argent derrière, on l'a dit, même si c'est des bonds, effectivement, qu'ils ont été achetés, ils ont une maturité à 10 ans, qu'ils ont, je sais pas moi, qui valent 10% de moins que s'ils les vendent aujourd'hui, que ce qu'ils les ont achetés. Je crois qu'il y a 10 milliards en bonds, il en reste quand même 9 milliards qui sont pas sortables maintenant, mais voilà, ça va prendre du temps. On sait pas trop non plus comment ça va se passer. C'est pas non plus une faillite sèche Oui, sans lendemain, en quoi. fait, en fait, sans bankrun, SVB, Oui, on va dire SVB parce que c'est plus simple hein, ouais. que Silicon Valley Bank. SVB était une banque saine. On n'est pas du tout dans un scénario FTX où ils ont fait n'importe quoi avec l'argent de leurs clients. On n'est pas du tout dans un scénario Terra Luna où c'était une pyramide de Ponzi. On est sur un acteur de finance traditionnelle qui a subi un bankrun. Et en fait, toutes les banques, et votre banque, et vraiment je les inclus toutes, il n'y a pas d'exception, sauf cas très rares, sont
fragile de la même manière. C'est-à-dire que vous prenez votre banque, vous regardez dans votre portefeuille ce qui a marqué sur votre carte bleue si vous en avez une, et vous allez et s'il y a suffisamment de gens qui retirent leurs fonds de cette banque, la banque coule. Toute. Et en fait, le truc, c'est que la banque est tombée parce qu'il y a eu une crise de confiance et un bank run. Et ça, toutes les banques sont vulnérables à ça. Ouais, et ça, et j'ai vu passer pas mal de fois ces dernières semaines des sortes un peu de problèmes au niveau des comptes, des gens, des sommes qui n'étaient pas versées ou qui n'étaient pas dispo, enfin des trucs un peu bizarres. Alors je sais pas à quel niveau, à quelle proportion c'est, mais effectivement, si jamais du jour au lendemain tout le monde veut récupérer son argent, les guichets seront fermés et on aura des situations comme on a pu en voir récemment au Liban, où de toute façon, vous ne pouvez pas aller chercher votre argent. Alors là, on est en dollars, donc peut-être que ce sera moins grave que quand c'est je sais plus ce que c'est la monnaie, la livre libanaise ou un truc dans le genre. Mais on aura des situations effectivement de blocage où on empêchera les gens de se retirer l'argent parce que de toute façon, il n'y a pas le cash nécessaire pour sortir tous en même temps, quoi. La porte est trop étroite. Derichter VV, j'espère que je prononce bien ton nom, Derichter, pardon, VV, qui a, s'il y a un DPEG de plus de, en dessous de 87,2 centimes par... merci le journal du coin de nous filer des abonnements à la communauté, merci beaucoup. De l'USDC, il y a 45 millions de dollars qui sont potentiellement liquidables sur AV Compound, c'est tout à fait vrai. Comme je l'ai dit au début de ce live, mais je le rappelle, USDC était considéré, et encore d'un point de vue protocolaire, considéré comme un actif safe avec un pouvoir d'emprunt relativement fort. Et du coup, s'il y a un DPEG trop important, les positions qui utilisent seulement de l'USDC comme collatéral seront amenées à être liquidées. Après, déjà, tout ne se fait pas liquider en même temps. Et ensuite, les liquidateurs, ils font leur boulot. Et ça ne veut pas dire qu'il y a 45 millions, 45 milliards, ce serait beaucoup quand même, de trous dans Compound et AV. Mais même dans le pire du pire des scénarios, on se rappelle l'événement CRV, même si là on est sur quelque chose qui est plus liquide, on aura tout de même de la liquidité pour aller acheter des USDC et repayer la dette en lieu et place des emprunteurs. Est-ce qu'il n'y a aucun scénario qui créerait de la mauvaise dette potentielle? La réponse est non, bien sûr, et c'est pour ça qu'on monitore très activement les marchés pendant qu'on vous parle. Là, je suis en train de vous parler, mais vous imaginez bien que la moitié de mon écran, c'est pas le live en ce moment. Et le pire du pire des scénarios, on est sur des niveaux de dette qui sont inférieurs à ce qu'il y a dans le safety module. Actuellement, dans le safety module, il y a 320 millions de dollars. En tout cas, il y avait ce matin, on verra ce qu'il y a après. Et aussi inférieur à ce qu'il y a dans la trésorerie cash, entre guillemets, de la DAO AV, qui permettrait de rembourser la dette excédentaire, comme dans le cas du CRV. Pour l'instant, on n'est pas dans le fait d'envisager ce scénario-là pour l'instant, mais bien sûr, on monitore le marché, on ne fait pas de l'accortement-ci et on regarde ce qui se passe. Et si vous avez de la dette en USDC aussi et que l'USDC va à zéro, votre dette ne vaut plus rien, donc vous pouvez la repayer pour pas grand-chose. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui en ce moment empruntent de l'USDC et du DAI en se disant que si ça dépègue encore plus, ils pourront racheter leur dette à bon prix. Donc dans tous les cas, si on résume, on aura le fin mot de cette histoire probablement d'ici à lundi avec la réouverture des banques pour USDC. Et au cours du week-end, il y aura encore pas mal de mouvements, on va dire, qui peuvent partir dans un sens ou dans l'autre, vu que la liquidité à court terme n'est pas inépuisable, enfin n'est pas infinie. Donc c'est plutôt ça le risque de liquidité au cours du week-end. Et moi je pense qu'on sera absolument fixé avant la fin de la semaine prochaine. C'est-à-dire que soit USDC sera en dessous de 80 centimes, donc vraiment dans une situation très compliquée, soit sera retourné à $1. On vous a présenté un peu plus tôt dans le live les deux scénarios et ce qui pourrait pousser à un scénario optimiste et à un scénario négatif. On ne peut pas prévoir ce qui va se passer, mais
je suis à peu près prêt à parier que la situation va arriver à un aboutissement, ou en tout cas va évoluer extrêmement rapidement. Ça va pas traîner pendant des mois. Dans l'affaire USDT, qui est le précédent historique sur ce type de soucis, tout est rentré, entre guillemets, dans l'ordre en moins de 2 semaines. Sachant que la première semaine, 90% du boulot était fait. Sur une note un peu plus positive, peut-être pour clôturer là-dessus, on a le réseau, du coup, la blockchain Ethereum qui tourne, qui turbine à plein régime ce matin. On a 5000 Ethers brûlés aujourd'hui. Voilà, ouais. On a vu des blocs avec des jusqu'à 4 ou 5, voire 10 Ethers. Je ne sais pas combien était le max. Donc là, pour le coup, que ça soit Bitcoin ou au final, certaines personnes viennent se réfugier louablement des stablecoins vers Bitcoin, on a peut-être aussi ce changement qui, depuis FTX et depuis Terra, est en train d'arriver dans retour aux sources de quand nous n'avions pas de stablecoin. Et est-ce que ça serait pas ça la solution? C'est un peu un retour en arrière, mais jusqu'à ce qu'on ait mieux avec des stablecoins mieux foutus et peut-être comme celui de AAV, puisque tout à l'heure, il y avait quelqu'un qui demandait sur le chat comment le Go, le GHO de AAV sera backé. Et en gros, ça n'a strictement rien à voir avec la TradFi, puisque ça sera super collatéralisé par d'autres actifs. Collatéralisé, mais super, pourquoi pas aussi, hein, mais surcollatéralisé. Et ça, c'est aussi un truc que j'ai pas mis en avant, mais je sais pas quelle est la valeur du DAI pendant qu'on parle, mais avant le live, elle était égale à la valeur de l'USDC. C'est même dans le pire des scénarios, c'est en dessous du prix réel du DAI. C'est-à-dire que il y a un petit peu plus de la moitié, 70% du DAI qui est de l'USDC sous une forme directe ou indirecte. Mais ce que ça veut dire, c'est qu'il y a 30% aussi du DAI qui est du collatéral qui n'a rien à voir avec l'USDC, comme de l'Ether, de l'Ether stacké, des titres hors chaîne. Et normalement, si les marchés étaient efficients, le DAI vaudrait un petit peu plus que l'USDC aujourd'hui. Alors, il serait forcément impacté par ce qui se passe sur l'USDC. Donc, un DAI à $1, ça me semble cohérent qu'il ne soit pas à $1 actuellement, mais un petit peu en dessous. Mais si le marché était réellement efficient, il devrait valoir quelques centimes de plus que l'USDC aujourd'hui. Il y avait... je ne vais pas dire le pseudo parce qu'il est trop chelou. Elon Musk n'est pas contre une aide pour SVB. Effectivement, j'ai vu passer ça rapidement. Je ne sais pas si c'est vrai, si c'est pas vrai. Mais Elon Musk, il ne va pas racheter non plus la planète entière. Donc, au bout d'un moment... Je pense qu'il a utilisé beaucoup d'argent, 44 milliards des fonds de poche pour racheter Twitter. Et ça a été l'un des pires investissements de l'histoire de la finance de cette décennie. On verra sur le long terme si c'était un bon ou un mauvais choix, mais pour l'instant, c'est un très mauvais choix, très clairement. Que la situation de Circle soit très juteuse pour de potentiels investisseurs qui, en fait, comblerait le trou en dollars contre de l'equities et de l'obligataire chez Circle. Pourquoi il ferait ça? Parce que je vous rappelle qu'en situation normale, Circle, c'est une machine à pognon qui imprime beaucoup de profit. Donc, ça pourrait être intéressant pour certains de venir un peu comme les vautours qui tournent autour de la personne en difficulté, proposer de racheter des parts ou d'avoir des prêts à d'autres très attractif pour essayer de sauver Circle. Ouais, ça, je suis d'accord avec toi. Et même la SBV, je me demande si c'est pas forcément un mauvais investissement pour des gens qui voudraient racheter une banque à pas cher. Je sais pas combien ça peut dévaluer ce genre de choses, mais je vois pas non plus le truc. Ça part peut-être pour Chapter 11, mais je sais pas si ça serait pas racheté entre guillemets. Si ça vaut pas cher, ça vaut peut-être le coup. Bon, après, c'est une grosse banque, donc le chèque à faire est. Le chèque à faire est très important, mais très clairement, moi, si j'étais un énorme acteur de la CDFI, entre guillemets, qui avait des velléités d'offrir des services entre la CDFI et la DeFi, la SVB, c'est potentiellement, alors aujourd'hui, il y a trop d'incertitudes, mais c'est potentiellement un rachat intéressant pour obtenir une licence bancaire et de proposer ce genre de service. Après, à quel prix la payer?
très clairement. Au prix d'il y a une semaine, c'était un très mauvais deal. Au prix d'aujourd'hui, je ne sais pas. Peut-être que le prix dans une semaine sera beaucoup moins cher, voire différent. Sachant que pour l'instant, ils sont plutôt en train de se déclarer en faillite et de fermer. Là, pour l'instant, il n'y a pas de concept de rachat et de continuer les opérations. Là, ils se sont engagés progressivement dans la procédure de fermeture et du coup, la Silicon Valley Bank va disparaître, sauf s'il y a un retournement de dernière minute. Ouais, c'est assez marrant, moi je trouve à chaque fois cette rapidité à signer des Chapter 11, excusez-moi, pour faire faillite. Ça va vraiment très très vite. Hein. Les gars, c'est bouclé en quelques jours. Quoi. Il y a des fois pas l'intervalle de temps pour penser à une solution un peu différente. Quoi. C'est vrai. Après, c'est le problème des bank runs, c'est que chaque minute empire le problème. Donc, c'est pour ça qu'ils sont souvent prompts à trouver une solution, même si elle n'est pas optimale. Il y a Lamarok qui dit on fait un litchi. Sacré litchi. Hein. Alors, là, c'est plus que la cagnotte du multiplat à 1000 chevaux. Hein, mais... Impeccable. Bon, on verra peut-être un live retour de la fin du monde demain. Qui sait. Après, je pense qu'au cours du week-end, il va pas se passer plus. On sait que ça peut continuer un peu à creuser du côté du USDC s'il n'y a pas la liquidité ou d'autres liquidations. On va voir comment ça se goupille. Hein. Là, peut-être que déjà, depuis bien 12 heures de temps, voire plus, que l'information a bien circulé, le gros pavé est déjà tombé dans la mare. Et finalement, au cours du week-end, ça a quand même pas mal tenu pour l'instant, au vu des informations qu'on a. Mais bon, bref, pour ma part, j'ai préféré pas prendre de risques et essayer de limiter un peu la casse à court terme avec un DCA, comme je disais tout à l'heure, que j'avais programmé sur un an de plus et qui finalement va être fait de manière très agressive et presque immédiate. Mais... globalement, pour les personnes qui ont une répartition, comme d'habitude, une gestion du risque qui va bien, ça ne devrait pas plus déranger que ça par rapport à un bag total. Et j'espère que tout le monde arrivera à s'en tirer à bon compte. On n'est pas, comme le disait Marc, dans un scénario Terra UST ou FTX, mais c'est vrai qu'il y a toujours cette part de préoccupation de se dire jusqu'où ça peut aller quand on a un phénomène de bank run. Et c'est là où finalement très clairement pendant Terra Luna, on a eu une période où l'UST était à 94 centimes, puis 97. On a eu quand même un jour ou deux de période comme ça. À cette époque-là, j'étais catégorique. Je vous disais, vendez, vendez, vendez. Parce que j'étais persuadé que les choses allaient tomber et que ça allait se rebattre à zéro. Et il valait mieux prendre 6%, 8% de pertes sèches que de prendre 100% de pertes. J'étais catégorique là-dessus. Il se trouve, mais il était impossible de prévoir l'avenir, que j'étais dans le vrai dans cette histoire-là. Là, sur USDC, je suis plus partagé. Je ne saurais pas vous dire avec une certitude à 100%, achetez ou vendez. Très clairement. De toute façon, on n'est pas là pour faire du conseil en investissement, mais ce dont je suis persuadé, c'est qu'il y aura un live lundi soir, comme d'habitude. N'hésitez pas à mettre la cloche parce que je pense que là, il y aura des choses intéressantes et des développements intéressants. Je pense que lundi soir, on aura beaucoup plus d'éléments. Pourquoi ? Parce que les rédemptions de l'USDC contre du dollar vont arriver et la taille de ces rédemptions et l'effet que ça va avoir sur le PEG, c'est-à-dire est-ce que des gens achètent de l'USDC sur les marchés secondaires pour profiter de cet arbitrage entre le prix de l'USDC sur les marchés secondaires et le nombre de dollars qu'on peut récupérer si on brûle ces USDC avec Circle pour récupérer des dollars en transfert bancaire. Est-ce que ça suffira à retourner au PEG ou alors les gens se disent non, j'ai absolument pas envie de m'exposer à l'USDC, je pense que ça vaut zéro et que tout va se casser la gueule et du coup on sera dans une situation pire. Je pense que lundi soir on aura beaucoup plus d'éléments concrets à vous apporter sur la question. Ouais, tout à fait. Il faut laisser passer le week-end. Après, la décision aussi appartient à tout à chacun. Personnellement, je sais que dans ces cas-là, je préfère réagir que subir.
peut-être qu'au final, je laisserai un peu d'argent sur la table là de suite et que lundi, le marché me donnera complètement tort ou peut-être que ça sera l'inverse. Mais dans tous les cas, soyez toujours en adéquation avec ce que vous vouliez faire. Et comme je disais, peut-être on pourra clôturer là-dessus d'ailleurs dans mon trade que j'ai décrit hier dans le dernier live Twitch. Un Bitcoin à 20 000 aujourd'hui, est-ce que c'est sous-coté? Est-ce que c'est surcoté? Personnellement, j'ai cet optimisme, on va dire, raisonnable de penser que d'ici au prochain halving, on va dire, allez, d'ici à 2024, dans sa globalité, on aura un Bitcoin qui sera à minima de retour à 20 000 $ si jamais on venait à reperdre les 20 000. Ce qui fait qu'aujourd'hui, pour la personne qui avait prévu de faire un DCA comme moi, de continuer petit à petit sur un an révolu pour pallier aux baisses potentielles qu'on pourrait rencontrer en cours de route sur Bitcoin ou sur Ethereum. Là, on parle vraiment que des gros dossiers. Hein. On ne parle pas des altcoins, voire même que de Bitcoin tout court dans un premier temps. Eh bien voilà, 20 000, est-ce que c'est un risque qu'on est prêt à prendre quand on voit le risque que court à court terme USDC ou ce qui est en train de se passer par rapport à toutes ces banques? Voilà, c'est plutôt ça ma façon personnelle de réfléchir ce matin et la façon que j'ai de gérer ce risque à court terme. Après, de votre côté, comme d'habitude, il appartient à tout à chacun, en fonction de sa propre répartition, d'agir, de ne pas agir, de prendre le temps de poser les choses et de voir comment ça se passe. Normalement, d'ici à lundi, comme disait Marc, on y verra beaucoup plus clair et ça permettra de probablement aussi souffler si tout se passe bien et de constater si vraiment c'était si grave que ça ou pas si grave avec au cours du week-end beaucoup de, j'allais dire des vautours, mais c'est pas vraiment ça, mais il y a quand même pas mal de personnes qui en profitent déjà et qui vont continuer de profiter de la situation aussi dramatique soit-elle. Peut-être que oui, peut-être que non, mais pour faire de l'arbitrage, pour bouger des millions, des dizaines de millions et récupérer d'autres millions juste en ayant échangé de l'USDC contre une autre monnaie stable ou contre une autre devise. Et je veux dire, ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu et quelque part... moi, je le fais en toute transparence. Moi, je fais le pari, mais c'est ma chose personnelle et ça n'implique que moi selon mes facteurs de risque personnels et c'est absolument pas un conseil d'investissement. Et là, vraiment, j'insiste dessus. Moi, je fais le pari que l'USDC retournera à $1. J'ai de la dette en USDC. Du coup, j'ai acheté l'USDC sur les marchés secondaires pour repayer ma dette. Le plan, entre guillemets, et ça peut très mal se passer. Et c'est pour ça que je vous invite à la prudence. C'est que si l'USDC retourne à $1, je réemprunte l'équivalent de ce que j'ai remboursé. Je l'échange contre ce que j'ai échangé pour obtenir de l'USDC. Alors dans ce cas-là, c'est DAI, mais on est à peu près sur la même chose. Hein. J'ai simplifié et je vous parle du USDC pour la compréhension générale. Et j'encaisse la différence entre ce que m'a coûté ce DAI, ces USDC, et les prix où je les revends à la fin. Bien sûr, ça peut extrêmement mal se passer, mais moi, je fais partie des gens qui, sur ce marché secondaire, font le pari que ça retournera à $1 et du coup, à rembourser sa dette à moindre coût. Ouais. Dans tous les cas, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'en termes de capitulation event, le DPEG de l'USDC, c'était un peu le final boss auquel on n'aurait jamais cru, qu'on n'aurait jamais cru voir apparaître, qui est apparu. Et on a toujours un Bitcoin à 20 000 qui, malgré énormément de news complètement horribles qui sont parues cette semaine, essaie de se raccrocher aux branches de cette énorme zone de travail, des fameux du point haut de 2017. Donc, je ne sais pas de quoi demain sera fait. Mais à ce jour, en termes de gestion du risque, c'est vrai que les trois alternatives, c'est soit d'échanger USDC contre un autre stablecoin dollar en attendant potentiellement ou en essayant de limiter la casse selon qu'on veuille attendre d'avoir passé le week-end ou non. Et il y a des chances, comme tu dis Marc, que ça se passe bien lundi. Beaucoup plus de chances que ce qu'il y avait quand Terra UST ou FTX se sont cassés la gueule. Ça, c'est clair et net puisque le modèle de fonctionnement n'est pas du tout le même et on a des entités qui sont régulées, auditées. Et comme on le disait tout à l'heure, c'est peut-être ça aussi qui a créé cet effet de panique d'être trop transparent pour une fois. Et d'un autre côté, les 20 000 pour Bitcoin, on va voir ce que ça pourrait donner, mais ça reste une solution de repli, de secours pour ceux qui croient
que sur un an de temps révolu, on sera à minima revenu à 20 000, voire au-dessus d'ici le halving. C'est quelque chose qui peut s'entendre. La dernière des solutions, la troisième, le cash out. Vous n'êtes plus à l'aise avec le marché crypto, vous n'êtes plus à l'aise avec vos USDC, vous encaissez votre perte de 8% au moment où l'on parle et vous ressortez pour bien dormir, pour passer le week-end serein, pour que sais-je, mais ça engendrera, en France en tout cas, un fait d'imposition de 30%. Donc voilà, c'est à tout à chacun qu'appartient la décision. Ouais, 10% de perte plus, enfin 8% de perte plus 30% d'impôt. Réfléchissez bien. Mais le problème, c'est que les stablecoins euros en dehors de l'USDC sont très impactés par l'USDC. C'est-à-dire que le AG euro, il y a beaucoup d'USDC en collatéral du fait de la manière dont il le génère. Le J euro, je pense que c'est à peu près la même chose aussi. Donc c'est très difficile de sortir de son exposition des stablecoins tout en restant en dehors du monde fiat. Donc là, on est vraiment dans une situation compliquée, quoi. Ouais, après, c'est sûr, pour les personnes qui veulent pas payer d'impôts ou que sais-je, bah, au final, ça squeeze la possibilité de ressortir en fiat. Et à ce moment-là, vous devez composer exclusivement que avec les solutions qui s'offrent à vous. J'ai vu tout à l'heure aussi qu'il y avait des gens qui disaient le Paxos Gold, éventuellement. Ça reste du gold papier au bon devenir de Paxos. Donc, à la rigueur, il vaut mieux acheter des pièces d'or si on veut, physique, je veux dire, si on veut rentrer sur du gold. Mais bon, voilà. Il y a tout un panel de choses qui sont faisables, et sachant que si on achète du gold physique en partant de stablecoin ou de crypto, c'est aussi un fait générateur d'imposition. Donc bon, voilà, c'est un peu le serpent qui se mord la queue de ce côté-là, mais c'est aussi pour ça peut-être que Bitcoin tient si bien autour de 20 000, malgré que le château entier est en train de vaciller à court terme. C'est peut-être aussi l'âge d'or du retour on va dire des fondations, Bitcoin, Ethereum, et un peu moins pour les stablecoins qui à ce jour représentent 70 milliards pour USDT, peut-être un peu plus, 75, 39 aujourd'hui pour USDC et quelques milliards par-ci par-là pour les autres. Donc par rapport à un crypto total de 900 milliards. Donc voilà en termes de répartition. Moi, je continue, et bien sûr, c'est bien d'avoir des avis divers. Comme ça, vous pouvez faire votre propre opinion. Bitcoin n'est pas une île isolée du reste de la finance et du reste des cryptos. Ethereum n'est pas une île isolée de la finance et du reste des cryptos. Si USDC chute, ça aura un impact aussi sur les actifs spéculatifs, et il est plutôt mal avisé de faire la danse de la joie lorsqu'on a du Bitcoin en se disant j'ai fait le bon choix et je ne serai absolument pas impacté par ce qui est en train de se passer. Dans le pire des scénarios, tout le monde souffre. C'est clair, et il n'y a aucune réjouissance à avoir. D'ailleurs, peu importe, je pense que même aujourd'hui, les Bitcoins maximalistes sont pas en mode Enfin, j'ai pas vu de statut passer comparativement à des fois où pour FTX et tout ça, il y en a plein qui disaient mais oui, c'était obvious que ça arriverait et tout ça. Là, on est un peu plus dans la préoccupation de l'écosystème à part entière, parce que les stablecoins, peu importe comment on le prend, ça représente malgré tout l'argent fiat qui rentre du monde de TradFi vers la crypto, et c'est quelque chose de positif, je trouve, pour ce pont qui peut permettre à tout à chacun de finalement faire le transfert d'un monde vers l'autre. Donc voilà, je ne sais pas ce qui va en ressortir de tout ce truc de stablecoin. C'est vrai que c'était le dernier gros pavé à jeter dans la mare, et personnellement, j'y croyais pas trop. USDC, c'est vraiment un peu une surprise et une douche froide, mais on aura tout pris depuis un an, absolument tout, même ce qu'on pensait ne pas voir un jour. Comme je dis souvent, il manque plus que les extraterrestres en 2023 et on a le tiercé dans l'ordre, hein. C'est bon. Hein. Avant juin, c'est réglé, a priori, à ce rythme-là. En tout cas, une chose est sûre, c'est que on vous a souvent dit que ceux qui vous diront pendant le prochain bull run que mais t'as de la chance d'être rentré tôt, là vous aurez vraiment le droit de leur mettre votre poing dans la gueule en disant non, il n'y a pas eu de chance. Il y a zéro pas de chance, clairement. Là, plus que jamais, je crois que tout le monde en aura triple chier, et c'est vrai que c'est assez complexe cette période, mais aussi
au plus on traverse une période sombre, que ça soit la régulation, que ça soit les stablecoins, que ça soit la crise existentielle et de confiance de l'écosystème, au mieux, sous un horizon de temps de quelques années, on devrait être bien mieux multi-domaine, multi-sous-domaine. Donc, c'est un mal pour un bien aussi, mais ça a tendance à se faire sur les domaines d'innovation comme ça de façon assez brutale. Et c'est ce qui est difficile à gérer, je pense, et qui, une fois de plus, va engendrer pas mal de capitulations autour de cet événement, de capitulation additionnelle. Donc, je pense qu'on a fait le tour. On en est à 1h06. Je vous remercie, Marc et Manu, d'avoir partagé le micro. Merci à tous d'avoir été là. Il y aura le replay qui sera disponible dans quelques minutes du côté de Twitch, dans demi-heure, le temps que je la monte sur YouTube. Et continuez d'être prudent. À la fois, ne faites pas de bêtises et surtout ne paniquez pas dans le sens où on a oublié d'en parler. C'est très important pour clôturer cette émission. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a envoyé 2 millions d'USDC sur un DEX et qui a swap pour 0,5 dollars d'USDT. Donc, en gros, je ne sais pas comment il a fait. Il s'est complètement foiré, mais il a échangé 2 millions en 50 centimes. Donc, la seule chose, si jamais vous devez vendre quoi que ce soit, faites-le en étant posé, mettez-vous une musique zen, faites ce que vous voulez en même temps, mais vraiment soyez concentrés sur ce que vous faites. Triple vérifiez l'adresse sur laquelle vous envoyez le truc. Si vous faites via votre MetaMask ou votre Rabbi ou autre, ou Frame, vérifiez bien les fees, vérifiez bien ce que vous êtes en train de swapper. Et pour les échangeurs centralisés, vérifiez aussi en amont qu'ils acceptent toujours le dépôt du SDC et que vous pourrez bien les échanger. C'est tout ce qui compte aussi de préserver votre capital et de ne pas faire un panic sell qui en plus s'amplifierait sur une erreur d'inattention de votre part et qui vous ferait tout perdre. Donc soyez aussi bien alerte autour de ça. Si jamais vous souhaitez sortir du marché crypto pour X ou Y raison, de bien faire attention et d'être concentré sur ce que vous êtes en train de faire. Il est aussi, mais malheureusement, il faut une part d'optimisme pour envisager ce scénario. Il est aussi possible que là, on soit dans la phase de panique. Donc, les prix des frais de transaction sont très élevés, les volumes sont très élevés, parce que tout le monde, le marché essaye de donner un juste prix à l'SDC. Et bien sûr, ces données ne sont pas disponibles, donc il n'y a que l'offre et la demande qui peuvent donner un prix à l'USDC. Et donc, il y a énormément de volatilité actuellement. La résolution arrivera lundi. Donc, il est possible qu'au cours du week-end, on arrive à une situation un peu guerre de tranchées où l'USDC se stabilise à un niveau. Est-ce que ce sera 88 centimes? Est-ce que ce sera 80 centimes? Est-ce que ce sera 95 centimes? Impossible de le prédire, mais arrive à un niveau où il y a une relative stabilité, où le marché est en attente de cette résolution de lundi et pour reprendre une direction, soit à la hausse, soit à la baisse, mais de manière forte. Et du coup, on est un peu de stabilisation sur les volumes, un peu de stabilisation sur les prix des frais de transaction qui, depuis ce matin, sont absolument imposés. Ça coûte des centaines de dollars de faire certaines opérations sur Ethereum actuellement. Donc, si on est un petit peu optimiste, peut-être que au lieu de participer au mouvement de panique actuel, et on est un petit peu bien enfoncé dans la panique, donc de toute façon, il est un peu tard pour bouger ses positions maintenant. Attendre qu'on arrive dans cette phase de guerre de tranchées pour faire ces opérations de manière un peu plus saine. Ça coûtera moins cher en frais de transaction, ce sera plus facile de passer les transactions, etc. Tout à fait d'accord. Et donc, voilà, faites attention à ce que vous faites, prenez le temps d'y réfléchir, et d'autant plus que là, vraiment, c'est après le week-end où on aura le fin mot de tout ça. Et si tout va bien, on touche vraiment du bois pour que ça soit le cas lundi. On aura un repeg qui reviendra donc 1 pour 1 entre USDC et le dollar. Si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, après, c'est vous, malheureusement, hein, comme on dit souvent, qui êtes seul décisionnaire derrière vos propres investissements, vos propres choix. Et c'est un peu... en termes philosophiques aussi, la vie d'un investisseur de petit à petit, à la fin, peu importe quand on en discute en groupe, quand on pense entre nous qu'un projet va bien marcher ou autre chose, et c'est vous et vous seul qui êtes vraiment le décisionnaire et l'acteur de votre finance, et c'est vraiment le laïus d'ailleurs dans la crypto, et ce qui fait qu'aussi parfois il y a des personnes qui ont défendu becs et ongles des projets alors que nous peut-être on n'y croyait pas du tout, et des projets ont pu voir le jour et très bien percer. Donc comme d'habitude, c'est vraiment ça, c'est très important,
je pense, de le rappeler aujourd'hui, de ne pas vous laisser influencer par des facteurs externes. Si vous aviez quelque chose de bien prédéfini, que vous aviez une bonne gestion du risque, vous êtes parfois amené à prendre des mauvaises décisions court terme, comme cette personne tout à l'heure qui a perdu 2 millions en le swappant à la hâte. Donc faites attention au moins à ce côté-là, de ne pas agir dans cette panique et dans cette urgence. On vous souhaite malgré tout un bon début de week-end. Je peux quand même terminer par une note joyeuse. Allez. On salue nos amis stakers sur Ethereum qui sont en train de faire l'une de leurs meilleures journées de leur vie en encaissant ces frais de transaction hallucinants. Donc si vous êtes en train de staker l'Ethereum directement avec votre propre nœud et que vous trouvez un bloc, félicitations à vous aujourd'hui. Ce sera une belle journée pour vous. Et si vous avez du WST8 et des liquid staking dérivatives, c'est aussi une bonne journée pour vous. Donc voilà, tout le monde n'est pas perdant aujourd'hui. C'est clair. Et sur ces belles paroles, on vous souhaite un très bon samedi, un très bon début de week-end. Et on fait le point, un énorme point, lundi matin sur YouTube pour l'émission habituelle et surtout lundi soir à 21h sur Twitch, où on débriefera point par point tout ce maillage qui devrait se démêler au cours de la journée de lundi. Merci à tous et très bonne journée. Ciao, ciao.